bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 49. L'épisode 49, c'est toujours le meilleur puisque c'est celui avant le 50. Ouais. Salut Adrien, comment ça va? Général. Salut Thomas, ça va? C'est n'importe quoi, mais ça va très très bien, ça va impeccable, je suis très en forme. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? En forme de quoi on ne sait pas, mais en forme, ça c'est certain. Triangle isocèle peut-être, on verra. Ouais, mais je préfère les triangles équilatéraux, moi. Bah, parallélépipède. Non, bon allez, on arrête, on démarre cette émission qui va Ouais, on souhaite évidemment bon courage à tous ceux qui passent le brevet, le bac en ce moment. Bon, pour nous, ça fait tellement longtemps, on est tellement vieux que je sais même plus. 2008? Ouais, pareil. Oui, 2008 le bac et alors le brevet. Nous en parlerons même pas. Ceci n'est pas un podcast sur l'éducation. Cependant, en revanche, ceci est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. Chaque lundi en direct à 20h30 sur twitch.tv/p0pnews. Vous nous retrouvez en train de faire un petit peu les zinzins, évidemment, avant l'enregistrement, et puis parfois même aussi pendant l'enregistrement. On fait ça avec un conducteur parfaitement cuisiné aux petits oignons, avec les news, les brèves, le point box-office, le gros sujet de la semaine. On a décidé de le dédier au carrefour des grosses séries du mois de juin, avec évidemment en son centre House of the Dragon saison 2, mais pas que. Est-ce qu'une série du mois de juin pourra la détrôner cette année? Est-ce que ce sera The Boys? Est-ce que ce sera The Bear? Est-ce que ce sera Star Wars? On en parlera dans notre grand débat perspective du mois de juin tout à l'heure. Ensuite, on aura le radar des sorties, les recos d'Adrien, puisque moi je n'en ai pas. Voilà. Et puis ensuite, terminé, au revoir, à la semaine prochaine, épisode 50. Voilà à peu près quel est le concept. On va vous rappeler bien entendu que nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux internationaux et même intergalactiques. N'oubliez pas de nous suivre à ces endroits, de balancer les petites étoiles à qui de droit, ça fait toujours super plaisir, et puis surtout de nous rejoindre sur notre page Discord pour échanger avec la communauté rapprochée et nous donner quelques deniers, ça fait toujours plaisir, un petit peu de moulaga sur notre page Ko-fi. Voilà, je crois que j'ai tout dit, on peut y aller. Je pense que c'est très bien et vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur Discord, ça nous fait plaisir. Et aussi sur Twitch, ce soir, on a un ou une nouvelle abonnée qui est venue directement de Spotify pour voir nos têtes sur les internets. Et ça nous fait plaisir aussi qu'il y ait un switch comme ça, quelqu'un qui traverse finalement le Rubicon pour venir nous rencontrer. Je vais trop loin, allez vas-y. À l'intérieur finalement du miroir pour comprendre un petit peu pourquoi on est dans ces états quand on commence notre enregistrement chaque semaine. Peut-être qu'il y a des éléments de réponse avant sur Twitch et après aussi sur Twitch. Du coup, évidemment, on embrasse bien sûr Effine qui nous a rejoint sur Twitch, mais aussi, j'ai oublié ton pseudo, j'en suis désolé, toi qui es en train en ce moment même de travailler dans la salle de musculation en train de faire une séance de sport, on pense à toi, donne tout. Voilà. C'est très niche. Allez, pousse, putain, allez. Alors, on veut savoir évidemment comment vous nous écoutez, balancez ça aux endroits où vous pouvez commenter sur nos réseaux, ça nous fera toujours très plaisir. Allez, on commence avec les news de cette semaine. Une news assez intéressante, j'aime bien quand on parle un petit peu intelligence artificielle, et quoi de plus, on va dire, pignon sur rue que OpenAI, qui est donc le créateur et le diffuseur de ChatGPT, pour parler un petit peu d'intelligence artificielle. Il se trouve qu'il y a eu une grosse news cette semaine. Scarlett Johansson est un petit peu montée au créneau en disant c'est pas ma voix là que vous êtes en train d'utiliser sans mon accord. Et donc en fait, il y a eu des répercussions à cet endroit-là. En fait, depuis l'automne dernier, OpenAI utilise 5 voix pour ses outils de ChatGPT, dont une a très vite été identifiée comme étant nourrie par celle de Scarlett Johansson. Et il se trouve que, évidemment, avec l'idée que donc, cette voix s'appelle Sky, et que c'est en fait Scarlett Johansson dans la version dans Her, en fait, le film de Spike Jonze, de mémoire. Et en fait, dans une déclaration publique cette semaine, elle explique qu'elle a effectivement été contactée par OpenAI, dont le PDG s'appelle Sam Altman, donc c'est lui qui l'a contacté directement. Elle a été contactée en septembre, et en fait, il voulait l'engager pour la voix de ChatGPT 4, et donc nourrir son intelligence artificielle avec la vraie voix de Scarlett Johansson. Au bout du compte, elle a fini par refuser cette offre, poliment, sauf qu'en fait, au moment du lancement en grande pompe, Monsieur Sam Altman a envoyé un petit tweet avec juste 3 lettres, H-E-R, Her.
histoire de dire, bon, voilà, l'inspiration est très nette, la référence est effectivement là, et les gens ne s'y sont pas trompés, puisque en écoutant cette voix générée automatiquement, tout le monde a dit, mais attends, mais c'est toi, en fait, Scarjo. Donc, aussi bien les fans sur Internet que sa famille, et Scarlett Johansson a dit, mais en fait, non, moi j'ai refusé, ça n'a rien à voir avec... Enfin, c'est pas censé être moi. Et donc, du coup, elle les a menacés d'une action judiciaire cette semaine, qui a abouti, du coup, au retrait de cette voix chez OpenAI et ChatGPT. Mais pour elle, c'est pas suffisant. Elle souhaite qu'il y ait une loi qui soit passée pour protéger les droits individuels, et notamment pour protéger un petit peu les créateurs de l'industrie, mais aussi pour obtenir de la transparence sur comment les intelligences artificielles sont nourries. Parce que c'est évidemment un des grands sujets. D'où viennent toutes ces informations qui sont parfois très impressionnantes, telles qu'elles nous sont régurgitées par ChatGPT, mais d'où est-ce qu'elles viennent en fait? Est-ce que il y a est-ce qu'on va à l'encontre du copyright? Est-ce qu'on va à l'encontre aussi des droits individuels, la possession de sa propre voix? C'est des questions qui se posent en ce moment et qui sont intéressantes d'être relevées en ce moment. C'est pas exactement sur le même sujet, mais il y a aussi tous les doubleurs, comédiens de doublage en France qui militent justement pour que l'IA soit encadrée, parce qu'ils ont très très peur pour leur métier, le fait que l'IA soit utilisée pour les doublages de films français. Et les séries aussi. Et c'est vrai que ça fait un peu peur parce que l'IA peut faire beaucoup de choses, on le voit de plus en plus, au-delà même des deepfakes. D'un point de vue voix, c'est impressionnant. Voix, c'est monstrueux, et c'est vrai que la voix utilisée par OpenAI pour la présentation, la nouvelle présentation de ChatGPT 4o, je sais plus. Ouais, c'est 4.0, je crois. 4.0. Était vraiment très proche de celle de Scarlett Johansson, et je comprends qu'elle ait pété un câble. Et Scarlett, faut pas trop la faire chier parce que rappelle-toi aussi quand Black Widow était sortie sur Disney+, elle était aussi allée en justice avec Disney pour dire mais attendez, normalement il devait y avoir une sortie cinéma et là vous nous l'avez faite à l'envers en le sortant juste sur Disney+ directement, et elle avait gagné. Bien sûr. Donc Scarlett, elle a des bons avocats. Faut faire attention, quoi. Mais si ça peut aller vers le sens de la législation et d'encadrer un petit peu les choses, pourquoi pas, pour protéger un petit peu les acteurs de ce milieu-là, parce que c'est vrai que tu parlais tout à l'heure des acteurs de doublage en France, et c'est effectivement un des métiers qui est complètement en danger en ce moment, quoi. Et il y en a tellement d'autres, donc c'est important d'en parler, effectivement. Grave. Tu parlais de super-héros avec Black Widow tout à l'heure, on va rester un petit peu dans la thématique, puisque Hugh Jackman a pris la parole cette semaine au sujet de son retour en tant que Wolverine après Logan, qui devait être sa dernière apparition dans le rôle évidemment charismatique. De Wolverine, tout à fait. Mais en fait, pour rappel, lorsque Hugh Jackman a signé pour Deadpool 3, les gens étaient un peu surpris parce que, comme tu l'as dit, il avait plus ou moins arrêté sa carrière en tant que Wolverine avec Logan. Sans spoiler Logan, c'était vraiment un très beau final pour le personnage. Mais bon, il a décidé de revenir pour Deadpool 3. Et l'acteur s'est récemment entretenu avec Fandango aux côtés de Ryan Reynolds et du réalisateur Sean Levy pour parler en fait de cette décision de revenir dans la peau du super-héros après Logan sorti en 2017. Voilà ce qu'il dit. J'étais en route, je conduisais simplement et littéralement comme un éclair, cette certitude est venue au plus profond de moi que je voulais faire ce film avec Ryan. Pour que Deadpool et Wolverine se retrouvent, je vous jure, quand j'ai dit que j'avais fini, je pensais que j'avais vraiment fini. Mais dans le fond de ma tête, depuis que j'ai vu Deadpool 1, je me disais ces deux personnages ensemble, ce serait génial. Je le savais que les fans le voulaient depuis que j'avais enfilé les griffes, les gens parlaient de ces deux-là, donc ça a toujours été là, donc je le savais. Bon. C'est beau. Est-ce que c'est une justification comme une autre? Je pense qu'il y a un petit bifton quand même qui est passé, certainement. Qui est passé par là. Voilà. Je pense qu'il aime énormément le personnage de Wolverine, qu'il a quand même révélé au grand public. Il est très très pote avec Ryan Reynolds, donc forcément ça joue aussi. C'est plutôt intéressant quand même comme déclat de sa part. Et il dit autre chose, c'est que Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, avait dit à Hugh Jackman: ne reviens pas. Laisse-moi te donner un conseil, Hugh, ne reviens pas. Tu as eu la meilleure fin de l'histoire avec Logan. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions annuler. Apparemment, il a quand même réussi à passer outre ce conseil de Kevin Feige, qui doit pas être le dernier en plus, hein, Kevin Feige, pour faire du blé sur des licences. Donc je pense moi derrière qu'il y a un énorme chécos et que Hugh Jackman n'a pas dit non.
Ouais, bien sûr. Et puis je pense qu'il y a une vraie envie d'aller jouer aussi face à son pote, qui est Ryan Reynolds, et de se dire, ok, bah, en fait là on s'amuse, et en plus on fait un truc que les fans aimeront sans doute bien voir. Oui. Ouais, je pense qu'ils se sont amusés comme des petits fous sur le tournage. On espère qu'au-delà de s'être amusés tous les deux, ils se sont pas plantés et que nous, ça nous amusera aussi. Enfin, le but, c'est avant tout d'amuser le public, quoi. Ouais, parce que ce serait dommage quand même d'annuler, entre guillemets, la fin de Logan pour un truc qui soit pas ouf. Voilà. Mais bon, c'est dans 2 mois que ça sort maintenant, Deadpool and Wolverine. On va le dire, je pense qu'on y croit tous les deux. On espère, en tout cas moi j'y crois, ouais, bien sûr. J'espère vraiment que ce sera bien. Après, est-ce que ce sera bien, je sais pas, parce que encore une fois, je touche du bois. Mais oui, ce serait cool. Ce serait cool, voilà. Petite news connexe à ce sujet, au sujet du film sur les X-Men, du coup. X-Men, parce qu'en fait, on le sait depuis quelques mois, les X-Men vont revenir au cinéma sous l'égide du MCU, donc ça c'est cool. Et Marvel Studios accélère le développement du live-action avec Michael Leslie, le scénariste de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau moqueur, qui actuellement... Pardon ? Donc le préquel qu'on a eu le préquel d'année dernière. Exactement, qui avait bien marché d'ailleurs au cinéma. Et donc Michael Leslie qui est en négociation pour écrire le script. Le film, encore une fois, est vraiment à ses débuts. Donc il n'y a aucun acteur, il n'y a aucun réalisateur qui est attaché au projet et il n'y a aucune date de sortie. Mais on sait évidemment que Kevin Feige sera le producteur, mais il est producteur de tous les films du MCU. Donc tout ça, ça va un petit peu commencer après la grève des scénaristes, le développement du film X-Men. On parlait de Deadpool juste avant, on imagine qu'il y aura des liens parce que Wolverine est quand même le X-Men. Donc il y a peut-être des chances aussi que Wolverine fasse une apparition dans ce film X-Men, sauf s'ils arrivent à conclure une deuxième fois la storyline de Wolverine made in Hugh Jackman, à voir. Mais en tout cas, il y aura forcément des liens, je mets ma main à couper, qui vont faire un lien avec ne serait-ce que un teasing du film qui sortira dans quelques années. Et pour rappel, en fait, le dernier film X-Men en date, c'est Dark Phoenix, qui est sorti en 2019, qui avait été produit par la Fox, qui était une énorme bouse. Que je n'ai pas vu. Moi, ne le regarde pas, c'est pas grave, voilà. Et ça allait de mal en pis, cette nouvelle franchise X-Men, qui était géniale avec First Class, qui était pas mal avec Days of Future Past, et qui commence à se flinguer avec Apocalypse, et puis qui se termine sur la tête sur le bitume avec Dark Phoenix, quoi. Mais c'est dommage. Mais en tout cas, voilà. T'avais regardé Les Nouveaux Mutants d'ailleurs ? Ah non, j'avais oublié celui-là. Bah tiens, moi non plus, j'ai pas regardé parce que c'est un film un peu malade, tu sais, bien sûr. qui avait été complètement tranché sur la table de montage. Et pareil, c'était un spin-off, rappelez-vous, avec Maisie Williams, etc. Et c'est vrai que j'ai pas eu la curiosité d'aller le regarder. Mais c'est vrai que oui, à partir d'un certain stade, et je pense que ça se tient effectivement au moment de l'Apocalypse, X-Men, ça devient compliqué chez la Fox. Donc on espère que la résurrection, le reboot, appelez ça comme vous voulez, chez le MCU, se fasse correctement. Mais là, je pense qu'ils ont vraiment pas le droit à l'erreur, donc bon. Donc on va leur donner évidemment le bénéfice du doute à ce sujet. Tout à fait. Très bien. Sur la dernière... Non, il y a une autre news derrière, je crois, après celle-ci. J'ai une news dont je voulais vous faire part, c'est George R. R. Martin, donc évidemment l'écrivain de Game of Thrones, enfin derrière la saga qui a donné vie à Game of Thrones et à House of Dragon, etc., a pris la parole la semaine dernière au sujet du nouveau spin-off qui arrive en 2025 qui s'appelle The Hedge Knight, qui n'a pas encore de nom en français, peut-être qu'il en aura pas d'ailleurs, mais qui s'est exprimé en fait sur son blog, qu'il appelle Not a Blog, et qui s'est exprimé sur à quel stade ils en sont de la production. Donc à savoir que la plupart des auditions sont terminées, donc que la plupart des personnages principaux ont déjà été recrutés, que le tournage va très probablement bientôt commencer cet été. Ils comptent aller le voir sur les coups de juillet, a priori. Et la première lecture, du coup, par le cast a été effectuée, et c'est bien passé, semble-t-il. Il s'est surtout exprimé sur la tonalité de ce nouveau spin-off, en expliquant que ça sera pas du tout comme Game of Thrones, et que ça sera pas du tout comme House of Dragon. Il dit The Hedge Knight sera beaucoup plus courte que Game of Thrones ou House of Dragon, avec une tonalité très différente, mais c'est toujours Westeros, donc
personne n'est en sécurité. Évidemment, c'est un peu sa marque de fabrique. Rappelle qu'on va y suivre un chevalier nommé Sir Duncan et son écuyer qui n'est autre qu'un très très jeune Targaryen. Et donc il y a 3 nouvelles qui pourraient être adaptées au final, donc une saison par nouvelle. Et il nous dit dans ce post de blog qu'il a l'intention d'en écrire d'autres d'ici la fin de la série. Mais avant ça, il a quand même le 6e livre de sa saga à terminer, donc bon, c'est pas certain que la série Hedge Knight puisse avoir plus que 3 saisons. Et rappel, on avait parlé dans un précédent épisode, Owen Harris, réalisateur d'un des meilleurs épisodes de Black Mirror, réalisera 3 des 6 épisodes qui sortiront du coup probablement à la fin de l'année 2025 sur HBO et sur Max en France du coup. Ouais, Max voilà. Qui se lance très prochainement d'ailleurs, qui se lance en juin. Ouais, le 11 juin, comme on en avait parlé dans un précédent épisode de Pop News, puisque c'est quelque part un podcast total qu'on vous propose nous chaque semaine, tous les lundis et tous les mercredis. Le journalisme total, bien entendu. Merci de le soutenir. Voilà. Et une dernière news avant de passer au bref, Adrien. Ouais, une news jeu vidéo avec Call of Duty Black Ops 6 qui a été annoncé dans une vidéo diffusée très récemment. Et il y en aura une deuxième. Alors là, on enregistre sur Twitch, mais au moment où vous écoutez ce podcast, elle est sortie hier. Ce sera une vidéo d'un peu moins d'1 minute qui éclaircira en fait les nombreuses zones d'ombre sur l'histoire. Et apparemment, cet épisode se déroulera durant la guerre du Golfe. Donc avance quand même vachement dans le temps parce que à la base le premier Black Ops c'était la guerre du Vietnam, donc là on sera sur 1991. Donc il y a des teasers qui traînent un peu partout. On apprend aussi que Saddam Hussein sera présent dans Black Ops 6. Donc bon, voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais c'est le retour d'une licence dans la licence, parce qu'en fait c'est un épisode Black Ops qui est adoré des fans. C'est vrai que moi c'est mon préféré après Modern Warfare. J'aime énormément ce qu'ils ont fait avec Black Ops, parce que ça tentait des choses, et puis il y avait vraiment ce côté c'est moins grandiloquent que le reste de la saga. C'est beaucoup plus intimiste entre guillemets quoi. Il y a un côté un peu espionnage, un côté on te retourne le cerveau. Il y a énormément de références à des films très bons, style The Deer Hunter, je l'ai plus en français, avec De Niro et tout ça. Enfin bref. Et donc voilà, c'est Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer. Et ça s'était un peu perdu quand même ces dernières années. Mais si Black Ops 6 peut revenir en grande forme, ce serait cool. Et ça sortira, si tout va bien, fin d'année sur les plateformes actuelles et les anciennes, parce que apparemment il pourrait tourner sur de la vieille console. Ouais, grand classique de ce genre de licence qui a très envie de se vendre par palettes entières et par camions entiers. Très bien, donc Call of Duty, Black Ops 6, et oui, on arrive très prochainement à la période du Summer Game Fest, donc forcément ça s'active un petit peu du côté du marché du jeu vidéo, bien entendu. C'est l'heure des brèves, comme leur nom l'indique, ça va être très rapide, avec Eric Kripke, c'est difficile à dire, hein. Kripke. Qui est donc le showrunner de The Boys, qui nous explique que la writing room, donc l'équipe d'écrivains de la saison 5 de The Boys est déjà assemblée depuis 1 mois et a déjà commencé à travailler sur cette saison 5 qui nous a été confirmée et annoncée la semaine dernière ou la semaine d'avant de mémoire. Donc voilà, ça devrait arriver assez rapidement en fait après la saison 4. Knives Out, donc à couteau tiré, le numéro 3, arrivera en 2025 et on connaît désormais son titre. Il s'appelle Wake Up Dead Man, donc réveille-toi homme mort. C'est le retour de Benoît Blanc et de Ryan Johnson derrière la caméra, bien entendu. On a eu une liste de la part du Hollywood Reporter au sujet des nouvelles jeunes stars du cinéma. Alors évidemment, il y a du Paul Mescal, il y a du Sydney Sweeney, etc. Et au sujet de Paul Mescal, ils expliquent que le jeune homme serait tout en haut de la liste pour incarner un des Beatles dans les 4 biopics sur lesquels est en train de travailler Sam Mendes, dont on vous avait parlé il y a quelques semaines déjà. Donc, alors, dans quel rôle de Beatle tu le vois bien? Moi, j'ai du mal à voir là tout de suite. Ringo, c'est pas gentil. Bah... Paul McCartney, il n'y a pas l'air au sens. Non, je trouve pas.
Pas non plus pour George Harrison. Ouais, je sais pas. Ringo ou pas? Ça peut, hein, Ringo. Oh, Ringo, c'est pas déconnant. En vrai, pourquoi pas. Parce qu'il est un peu carcasse, Ringo était pas carcasse, mais Ouais. tu le mets pas pour John Lennon, c'est sûr. Non, c'est Soit certain. McCartney, soit Ringo. Ouais. McCartney, pourquoi pas. Ouais. Voilà donc sur Paul Mescal, la série Green Lantern, enfin la série Lanterns, adaptée des sagas de comics Green Lantern du DC Universe version James Gunn, a désormais pas mal d'écrivains et de showrunners derrière elle, puisqu'on parle de Damon Lindelof, excusez du peu, mais aussi de Chris Mundi, qui est un des showrunners d'Ozark, et de Tom King, qui est un des auteurs de comics les plus en vogue en ce moment. Donc voilà, James Gunn s'est bien entouré pour cette série télé qui s'appelle Lanterns et qui devrait arriver sur Max en 2026 de mémoire. Toujours en 2026 d'ailleurs, une série Marvel du MCU a été annoncée en exclusivité par Variety cette semaine. Elle traiterait d'un certain Vision qu'on n'avait pas encore assez vu. Alors ce serait du coup probablement une résurrection pour le personnage joué par Paul Bettany. Paul Bettany qui va revenir pour jouer ce rôle-là. Et on a déjà le nom du showrunner, il s'agit de Terry Matalas, qui était producteur exécutif sur Star Trek Picard. Sur la saison 2 de The Last of Us, on est toujours en tournage, bien entendu, mais petite news de casting, puisque Jeffrey Wright, que vous avez vu notamment dans Westworld, reprendra le rôle d'Isaac, puisqu'il l'incarnait dans la série de jeux vidéo. Il le reprendra en version live-action. C'est toujours prévu pour 2025. Dexter, la série préquelle, a trouvé une partie de son casting, avec Patrick Gibson dans le rôle de Dexter 15 ans avant Dexter dans l'épisode 1 sur Showtime. Ensuite, on aura aussi Christian Slater et Molly Brown dans les rôles principaux. Sachez que cette série s'appelle Dexter Original Sin et est prévue sur Paramount Plus et Showtime. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trop de dates de sortie. C'est toujours prévu pour 10 épisodes cependant. Des licenciements en pagaille chez Pixar, c'était attendu depuis quelques mois déjà. Ils ont été annoncés il y a quelques jours aux employés. La masse salariale concernée, c'est quand même 14% de l'intégralité du studio. Le studio, c'est à peu près 1300 personnes, donc ça concerne 175 employés, a priori, du côté de Pixar, dans un contexte évidemment où Disney essaie de casser un petit peu les coûts et de recentrer sa production sur la qualité plutôt que la quantité. Un premier visuel de Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Rive dans la saison 4 de The Witcher a été dévoilé cette semaine. Bon, il n'y a pas spécialement grand chose à en dire. Non, mais voilà. C'est ok, hein. C'est plutôt ok. Ça passe. J'ai pas grand chose à en dire de plus. Daniel Radcliffe s'est exprimé à nouveau au sujet de sa présence ou non dans la série Harry Potter qui est prévue par Warner sur une décennie prochainement, dont on avait déjà parlé régulièrement. Et donc l'acteur qui avait fait ses débuts dans le rôle du sorcier à lunettes reste très prudent en disant que très franchement ils vont certainement avoir envie de repartir de zéro et de recommencer, on va dire, from scratch, donc start fresh, et il dit qu'en fait il s'attend pas du tout à ce qu'on lui propose une apparition, un caméo, et il lui dit que moi ça me va très bien de passer le flambeau sans avoir à passer à l'intérieur de la série. Je pense que c'est une bonne idée pour lui, effectivement, pour se désolidariser de ce personnage, bien entendu. Désolidarisation aussi de Donald Trump, puisque le film The Apprentice, qui a été projeté à Cannes la semaine dernière, ne semble pas spécialement plaire au candidat à la présidentielle 2024 aux États-Unis, bien entendu. Pour rappel, ce biopic traite de la montée en puissance de Donald Trump dans les années 80. Il y est joué ici par Sebastian Stan et aux côtés de Jeremy Strong de Succession. Et a priori, ça plaît pas spécialement trop aux avocats de Donald Trump qui essayent de le mettre en demeure et avec une injonction de cesser la potentielle vente du film aux États-Unis. Voilà, bon.
le producteur est plutôt droit dans ses bottes en disant oui, on parle beaucoup de Donald Trump et de ses avocats, mais on parle assez peu de son taux de succès sur ses procès. Voilà. Les dernières brèves de la semaine que j'ai sélectionnées pour vous, c'est le prochain film de Steven Spielberg, a été annoncé pour le mois de mai 2026, le 15 mai 2026 aux États-Unis. Pour l'instant, on ne sait pas de quoi il traitera, on sait cependant que ça vient d'une idée originale du réalisateur lui-même, et que ce sera écrit par David Koepp, qui est donc un de ses collaborateurs de longue date, puisqu'il avait écrit pour lui notamment Jurassic Park et Indiana Jones 4 de mémoire, et c'est lui d'ailleurs qui va écrire le prochain Jurassic World, comme on en parle régulièrement depuis quelques semaines. Voilà pour les brèves de cette semaine. C'est l'heure de ton point box-office, Adrien. Exactement, et je vais commencer avec Furiosa, qui a une sortie très décevante puisqu'il a accumulé seulement 58,9 millions de dollars de recettes dans le monde, dont 25,6 millions aux États-Unis lors de son premier week-end. C'est un chiffre qui est près de 2 fois inférieur à celui de Mad Max Fury Road, qui lui avait atteint les 109 millions de dollars en 2015 lors de son premier week-end. Donc c'est très dur pour Furiosa, c'est une vraie déception, j'en parlerai en fin d'émission d'ailleurs du film que moi j'ai beaucoup aimé. En France, le film a rapporté 2,6 millions de dollars, ce qui le place comme le 3e marché mondial, juste derrière les États-Unis et la Corée du Sud. Donc pas mal pour la France, mais même en France, on n'est pas spécialement fan, puisqu'en termes d'entrées, Mad Max Fury Road avait enregistré 270 000 entrées lors de son premier jour en 2015, et Furiosa, quant à lui, a fait que 46 000 entrées. Donc on n'est pas sur des gros chiffres, c'est dur. Loin de là, c'est très dur. Est-ce qu'il y a un effet, un petit truc en plus qui draine énormément de personnes. Le cinéma est extrêmement cher, on en parle toutes les semaines, etc., etc. Donc les gens font plus de choix qu'en 2015, peut-être. Je continue avec justement un petit truc en plus qui, lui, par contre, continue son carton. C'est un truc de malade, c'est un succès titanesque. Il dépasse déjà les 4 millions d'entrées seulement 3 semaines après sa sortie. On prévoit désormais en fait, que le film pourrait dépasser les 6 millions d'entrées, même si en fait, le score pourrait être bien supérieur, puisque c'est un vrai phénomène qui ne cesse de cartonner. Je vais aussi en parler en fin d'émission parce que j'ai pu voir Furiosa et un petit truc en plus cette semaine. Et je termine enfin ce point box-office avec le film Back to Black, le biopic, qui a franchi la barre du million d'entrées, qui devient ainsi le 11e film à atteindre la barre du million d'entrées en 2024 en France. Hop. Voilà. Ouais, pas mal. Back to Black, le biopic sur Amy Winehouse. Exactement, j'ai dit biopic sur Amy Winehouse. Tout à fait. Voilà, pour le point box-office. Très cool, merci pour ce point box-office. Rapide et succinct, mais on les aime bien aussi comme ça. C'est l'heure de passer à notre gros sujet de la semaine. On avait décidé de faire un petit peu de perspective, puisqu'en ce moment on est un petit peu brûlant d'excitation face au mois de juin pour les séries qui nous arrivent. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 séries blockbusters qui arrivaient au mois de juin, et on avait décidé, de parler de ces séries-là, de les classer en fonction de notre ordre de hype et d'attente, en fait, et voilà, de discuter un petit peu de tout ça au cours du feu, quelque part. Alors, quelles sont ces 4 séries? Elles sont évidemment présentées ici dans la version image de ce joli podcast. Vous avez Star Wars The Acolyte qui arrive donc aux États-Unis le 4 juin, en France le 5, avec 2 premiers épisodes de cette saison 1, puis le reste, je crois qu'il y a 8 épisodes au total en hebdomadaire. Ensuite, on aura The Boys saison 4 qui arrive le 13 juin sur Prime Video aux États-Unis, donc le 14 juin en France. Ensuite, on aura le 17 juin en France House of Dragons saison 2 qui lancera en grande pompe le service Max en France. Et enfin, c'est une diffusion américaine pour l'instant puisqu'on n'a pas la date de diffusion française, c'est The Bear saison 3 qui arrivera en entier, en intégralité, le 27 juin sur Hulu aux États-Unis. Donc on s'est dit, attendez, là le mois de juin c'est quand même... C'est chargé. Ouais. C'est pas mal. On va pas s'ennuyer. Tous les jours, il y aura quelque chose à se mettre sous la dent. Tu veux commencer par quelle série d'ailleurs?
On commence par la plus... celle qui nous intéresse le moins. Ouais, le moins. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'on a chacun notre ordre de préférence, tous les deux. Ouais. Est-ce qu'on fait un point général d'abord sur chaque série et ensuite on donne notre avis, notre petit classement? Vas-y. Allez, bon, donc du coup, commençons par celle qui arrive la première, donc c'est Star Wars The Acolyte qui arrive la semaine prochaine en fait, à l'heure où vous écoutez ce podcast. Star Wars The Acolyte, c'est un projet qui est annoncé depuis très longtemps en fait, ça a été annoncé en 2020 au moment de la présentation des contenus Disney+, au moment où la plateforme justement était en train d'amasser en fait les contenus de façon gargantuesque. Et c'est un projet intéressant parce que c'est le premier projet Star Wars qui se situe dans la période de la Haute République. Alors, la période de la Haute République, c'est une période qui se situe à peu près 200 ans avant la menace fantôme et qui n'est plus traitée à l'heure actuelle dans dans ce qui est dans les œuvres canoniques de la saga Star Wars, du moins dans ce qui est visuel, et puisqu'en fait ça a été relancé sur le papier, quoi. Donc il y a énormément de bouquins et d'audiobooks du coup, mais aussi beaucoup de bandes dessinées et de graphic novels à ce sujet. Et là c'est la première production audiovisuelle autour de cette période-là, et ça va traiter notamment de tout ce qui est Sith et de tout ce qui est côté obscur à ce moment-là. C'est une période où les Jedi sont vraiment omniprésents et omnipotents dans la galaxie, et au top du top. Au top du top, effectivement, donc il y en a beaucoup. On va préciser que dans les rôles principaux, il y a Lee Jung-jae de Squid Game, et comment elle s'appelle, Carrie-Anne Moss, évidemment de Matrix, et Amandla Stenberg qui jouait Ruth dans Hunger Games et qui depuis a bien grandi. Et qui est super dans Bodies. Ah, j'ai pas vu. 24, qui est une comédie d'horreur qui est très bien. Stylé. Super. Et en fait, c'est géré par Leslie Headland, qui était showrunneuse de mémoire et co-créatrice de Russian Doll, et qui s'intéresse justement à tout ça et à se dire, ok, en fait, peut-être qu'on va aller chercher un petit peu les zones d'ombre des Jedi et un petit peu ces faillites-là. Donc, ça peut être intéressant. Alors, moi, déjà, le fait que ça aille loin dans le temps, et que ça aille justement toucher la Haute République, qui était dans KOTOR, on est d'accord, c'était Night of the Haute République. Ouais. Et c'était vachement bien, et j'ai trop envie de retrouver cet univers-là, qui est vraiment cool, qui est un... Elle cite justement des inspirations KOTOR dans ses interviews récemment, donc ça donne envie. Trop bien. Jouez à KOTOR si vous avez jamais joué à KOTOR, même si bon, il y a un coup de vieux, mais il y avait un remake dans les tuyaux qui ne se fera pas. C'est pas le sujet du moment. Non, moi ça me chauffe de ouf. Ça me hype pour une série Star Wars beaucoup plus que d'autres séries Star Wars. Oui. Parce qu'au moins on part sur d'autres personnages, on part sur un autre décor, une autre temporalité. Ils peuvent lancer quelque chose de frais en fait là-dessus, sans avoir besoin de raccrocher les wagons avec les Skywalker, avec les films, etc. Donc trop bien. Vraiment rien à voir avec un Book of Boba Fett qui me chauffe tout de suite. Et tu peux y aller aussi sans avoir besoin de connaître Star Wars. Ça, c'est une très bonne chose aussi. Pour les néophytes, c'est cool. Je pense que tu as besoin maintenant aussi de points d'entrée où tu n'as pas besoin d'avoir vu 15 projets avant, en fait. Voilà. Je pense que c'est une super série pour ça, qui fonctionne bien. Il faut qu'elle soit réussie, par contre. Ah oui, bon, ça c'est un autre sujet, on jugera sur pièce quand elle sortira. Exactement. Question dans le chat d'ailleurs, un épisode par semaine. Oui, c'est un épisode par semaine. David, effectivement, en fait, sur le lancement, on aura 2 épisodes le 5 juin, et ensuite ce sera rythme hebdomadaire sur les 6 épisodes suivants. Très bien. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis Disney Plus a aussi besoin de ce genre de fenêtre de diffusion là pour justifier aussi son coût et son nombre d'abonnés quelque part, faire en sorte que les gens restent. Est-ce que je te donne la parole sur The Boys saison 4 ? Est-ce que tu te sens de nous parler un petit peu de cette série ? Bien sûr. The Boys saison 4, donc qui débarque juste après, on l'a dit, Star Wars The Acolyte. The Boys saison 4 qui est là par contre lié directement à Gen V. C'est pas mal d'avoir vu Gen V, notamment la fin de Gen V quand même, qui révèle un gros morceau de ce qui va se passer dans The Boys saison 4, même si
Alors, pas trop de difficultés hein, si on n'a pas vu Gen V, mais c'est vrai que c'est bien, je pense, d'avoir un petit peu de lore et d'histoire. Donc Gen V, qui est le spin-off un petit peu adolescent à l'université des super-héros, qui avait été diffusé, je crois que c'était à la rentrée 2023. Ouais. Un truc dans le genre-là. Ouais, je me souviens plus. Fin d'année. Et donc, en fait, qui servait d'amuse-bouche à The Boys saison 4. Tout à fait. Et donc The Boys saison 4 qui vraiment, apparemment pousse encore plus loin les potards, mais les potards à fond. Et ce sera, si on comprend bien ce qui se passe dans les bandes annonces, plus ou moins le procès de Homelander, parce qu'à la fin de la saison 3, Homelander tue un type en plein comment ça s'appelle, discours, non pas discours, il est où il est dans la rue, ils sont tous en train de manifester, c'est ça, dans une manifestation. Ouais, c'est une espèce de lui, meeting, en fait. De meeting, voilà, le mec Homelander est vénère, et il laser la gueule. Bon. Avec le fameux mème du OK. Et tout le monde l'applaudit, voilà. Et donc tout le monde l'applaudit, donc il a forcément ses fans et aussi ses détracteurs. Et dans l'ombre, les boys vont continuer de travailler pour essayer de descendre tous ces super-héros maléfiques. Il y a des petits nouveaux qui arrivent, qui vont aider les boys à faire leur boulot. Il y a des petits nouveaux aussi du côté des super-héros, donc ça c'est bien aussi. Une nouvelle super-héroïne qui s'appelle Firecracker, je crois. Pareil, un épisode par semaine. Ça va vraiment être la saison la plus intéressante, je pense, parce que c'est une année d'élection aux États-Unis et le marketing joue énormément là-dessus, et on sent que ils vont s'en donner à cœur joie pour critiquer Trump et tous ses fans. Cette Amérique-là, Et d'un côté, c'est vrai que même s'ils critiquent à fond l'Amérique de Trump, tu sens aussi qu'il y a une critique des détracteurs de Trump qui parfois vont trop loin. Et donc les boys sont ces mecs-là aussi. Et des fois, les boys vont un peu trop loin dans le côté, il faut pas... Tu vois, le côté deux camps qui s'opposent. On critique les deux camps aussi, on va pas se mentir. Il y a quand même une critique de l'autre camp, quoi. Il n'y a pas qu'une critique des abrutis de Trumpistes. Il y a aussi une critique un peu de la gauche libérale qui veut absolument changer le monde. Ça marche pas forcément non plus, quoi. Donc c'est une série qui est assez fine, avec de grosses guillemets là-dessus, ça dépend mais qui fait du bien justement en période un peu trouble, et notamment aux États-Unis. Donc j'ai hâte de découvrir cette saison. The Boys, c'est complètement une série qui a des choses à dire en fait. Malgré ses atours très tonitruants et parfois graveleux, c'est une série qui est beaucoup plus intelligente qu'elle ne peut, qu'elle peut le faire voir, quoi. Et ça c'est un truc qui m'intéresse toujours avec The Boys, et notamment dans sa saison 4. Je vois dans le chat, c'est Jeffrey Dean Morgan qui arrive dans la saison 4 de The Boys, sûrement dans un petit rôle, ça sera pas un gros truc, mais Jeffrey Dean Morgan qui était Negan dans Walking Dead, et qui est un pote d'Eric Kripke, justement le showrunner, parce que Jeffrey Dean Morgan a joué pendant des années dans Supernatural, qui était la série d'Eric Kripke avant de faire The Boys. Donc voilà, il ramène tous ses copains. Mais bien sûr, tout à fait. Donc j'ai hâte, moi. Carrément, j'ai hâte de fou. On parlera du classement tout à l'heure. House of Dragon qui va ponctuer un petit peu le milieu du mois de juin avec cette fois un épisode par semaine. On n'a pas parlé de The Boys, mais il y aura la même diffusion habituelle, c'est-à-dire 3 épisodes d'un coup et ensuite un épisode par semaine de ce que je crois, enfin de ce que j'ai compris. Sur House of Dragon, on est vraiment sur la diffusion classique de HBO, à savoir un épisode par semaine. Il y aura 8 épisodes et pas 10 comme la saison 1. C'est la danse des dragons telle qu'on l'attend en fait depuis le début de la saison 1, c'est-à-dire que là ça y est, ça va se friter. Là ça y est, c'est la guerre. Évidemment, moi j'ai lu le bouquin donc je ne vais pas vous spoiler quoi que ce soit, mais vous imaginez bien que ça va partir dans tous les sens. C'est Westeros, c'est du Game of Thrones, c'est une période où les dragons sont règnent en maître en fait sur Westeros, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu en réalité dans les productions Game of Thrones, puisque dans les saisons les plus avancées de Game of Thrones, on avait 3 dragons, pas plus. Là, il y en a sur le théâtre d'opération disséminé, il y en a une quinzaine, quoi. Donc c'est énorme. Je sais pas comment ils vont s'y prendre, très honnêtement, mais j'ai très très hâte parce qu'il va y avoir de la baston et il y a évidemment toujours y avoir beaucoup d'intrigues politiques
Et voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas prêtes pour ce qui va se passer dans la saison 2. Non, c'est cool. J'ai hâte. Encore une fois, je me suis pas spoilé, tu m'as pas spoilé, donc trop bien. Et je lis. Et Thomas nous montre en direct son coffret collector, c'est ça? Là, c'est le steelbook de la saison 1. Yes. mais non, très très hâte. Ça va être super. La saison 1 était très très bien. Ouais. Et j'ai l'impression que la 2 va être encore plus folle. La saison 1, c'était de la mise en place. L'échiquier est prêt, comme dirait Gandalf. Et désormais, voilà, il n'y a plus qu'à faire les moves, quoi. Tu penses qu'ils peuvent faire combien de saisons? Là, pour avoir relu toute cette séquence-là, je me dis, en fait, ça va vraiment dépendre de ce qu'ils adaptent dans la saison 2. Jusqu'à quelle bataille ils s'arrêtent. Et en fonction de ça, je pourrais te dire, mais je suis en train de me dire que ça peut faire 5 saisons. Ah, quand même. Okay. À la base, je m'étais dit, ok, ça fait 4. Mais en fonction de de où ils s'arrêtent dans la saison 2, peut-être que ça peut faire 5. Ok. Donc, ce qui serait joli. Ce qui serait énorme, mais à voir un petit peu. Il y a de la matière, et puis après, bon, c'est vrai que tu peux aller plus loin, mais je pense que sur ce conflit-là, qui dans le bouquin dure 2 ans en réalité, tu peux faire beaucoup de choses. C'est un spoil de dire que ça dure 2 ans. Bah oui. Bah oui. Clairement. Donc c'est... Non, c'est... Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe à ce que je dis sur tout ce qui est Game of Thrones. Mais oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé en fait de combien de temps ça pourrait durer. Il y a des gens qui disaient 4, d'autres qui disaient 5. Bon, bah ça va grandement dépendre de ça, mais ça fera pas 8 à mon avis. Non, ok. Bah, c'est déjà pas mal, 4-5 c'est énorme. Ouais. Pour un spin-off, grave. Très, bah, très surtout avec le budget qui est nécessaire pour cette série-là. Oui, non, carrément. Ok. Et donc sur notre 4e série qui est un des blockbusters du mois de juin, je te donne la parole sur The Bear. Parce que moi je connais vraiment beaucoup moins que toi. Bah, The Bear que t'as commencé, hein. Ouais, j'ai commencé hier soir, j'ai regardé la moitié de la saison 1 déjà. Ça se mange ultra vite, hein. Grave. C'est un jeu de mots, ça se mange. The Bear. Comme les sandwichs, finalement. Voilà, des Catesson. The Bear, qui est l'histoire donc d'un mec qui est un ancien chef de grand restaurant qui reprend un boui-boui de Chicago, celui de son frère, pour des raisons qu'on va pas expliquer parce que ça serait spoilé, et qui décide en fait de reprendre la cuisine en main, mais il fait face à des cuistots qui sont pas du tout d'accord et qui veulent pas du tout l'aider, et c'est vraiment un rythme extrêmement tendu, extrêmement vénère, que ce soit la réalisation, le montage ou les dialogues. C'est super, c'est extrêmement ciselé, je dirais. Voilà. Non, mais c'est très bien. C'est dur à résumer. À l'époque, c'est difficile à résumer. C'est difficile aussi d'en parler sans trop spoiler aussi, je trouve. Bah ouais. Ouais. Mais un super acting de Jeremy Allen White, qui est l'acteur principal, et du reste du cast, qui est vraiment excellent, qui devient de plus en plus intéressant, fouillé et travaillé, notamment son cousin Richie, qui jouera d'ailleurs la chose dans les 4 Fantastiques. C'est des personnages qu'on déteste. Je pense que toi aussi, tu les détestes au début. C'est-à-dire que le premier contact avec ces personnages-là... Ah oui, mais en fait, le premier contact avec The Bear est quand même un peu... pas difficile, mais il y a un truc de te dire, attends, mais... Je suis censé m'identifier à ces personnages-là, ils sont tous insupportables. Et au final, mal, moi le premier, j'ai fait... Ouais. Et en fait, tu te prends au jeu, ça commence à venir à partir de l'épisode 3-4, et tu te dis, il y a peut-être des trucs à aller chercher. En fait, c'est des gens qui sont tous paumés, quoi. Donc, c'est intéressant à suivre. Ayo Edebiri, qui est génial, qui est super, qui fait la seconde de Carmi, Sydney, en fait, qui arrive... Sydney, qui arrive dans le premier épisode, là, dès le premier, et qui a qu'une envie, c'est de réussir, en fait, voilà, et de devenir un peu comme lui, en fait, de devenir une grande chef. Et elle est vraiment super, cette nana. Et donc voilà, je vous conseille vraiment The Bear, donc la saison 3 qui sort très bientôt. En one shot, c'est un peu dommage, je pense, parce que je vois pas trop l'intérêt, en fait. Déguster ce genre de série. Petit jeu de mots. Non, mais ça se savoure, quoi. Et vraiment, c'est un peu dommage de... Mais bon, tant pis. Après, chacun consomme comme il veut. C'était un épisode qu'on avait dédié d'ailleurs à la question. Est-ce que vous regardez en binge
semaine après semaine. Est-ce que tu te fais livrer quelque part ton épisode de The Bear, ou est-ce que tu te fais un festin? Voilà, encore une fois, là, jeu de mots autour de la bouffe. Donc voilà pour The Bear que j'attends. C'est pas la série que j'attends le plus en juin, mais justement, on peut parler de notre classement des séries qu'on attend le plus. Carrément. Tous les deux, parmi ces 4 séries, c'est laquelle que t'attends le plus, toi? Ah, est-ce qu'on ferait pas à l'inverse? Ouais. Alors, en fait, bah vas-y. Au départ, mon classement était simple puisque j'avais encore jamais vu The Bear, donc j'avais forcément mis The Bear en 4. Mais je vais quand même le laisser en 4 parce que j'ai vu que 4 épisodes, donc ça n'a pas vraiment de sens de le mettre plus haut pour moi. Même si, du coup, en fait, ça va me permettre de pouvoir l'attendre. C'est ça que je dis. La saison 3, en fait, je pense que j'aurais peut-être même pas terminé la saison 2 quand la saison 3 arrivera. Donc potentiellement que ce sera à réévaluer. Et pour moi, ce sera mon numéro 4. C'est sur quelle plateforme The Bear? En France, ce sera sur Disney+. Mais pour l'instant, on n'a pas encore la date de sortie française, puisque en général, les séries Hulu, sauf Shogun pour le coup, mettent un petit peu de temps à arriver en France. Et là particulièrement, vu que c'est une intégrale qui sort au même moment, on espère quand même, le phénomène The Bear étant ce qu'il est à l'international, on espère quand même que ça durera pas trop longtemps. Et pour l'instant, on n'a pas de date fixe sur la diff française. Non, bon, ça devrait pas tarder vu que ça. Voilà. Donc c'est mon numéro 4. Et lequel est le tien? C'est aussi mon numéro 4. Ah ouais? C'est aussi mon numéro 4. Tu as changé? Parce que... Non, c'est pas que oui, j'ai changé. Oui, je t'avais dit autre chose. Oui, je t'avais dit autre chose. Mais en fait, c'est en discutant et en faisant le débrief là que je me dis que c'est le numéro 4 parce que je vais l'expliquer tout de suite. Mon numéro 3 est Star Wars The Acolyte. Parce qu'en fait, j'ai la curiosité de la nouveauté pour Star Wars et donc je me dis The Bear, c'est une valeur sûre. Oui. Ça va être très bien, ça va être super. Je pense que je vais sûrement même préférer The Bear saison 3 à The Acolyte. Il y a moyen. Mais j'ai toujours ce truc d'appétence pour la nouveauté. Donc je me dis, quand même, ça peut être cool. Voilà. Donc je passe directement à mon numéro 3, qui est Star Wars The Acolyte. Same pour moi. Toi aussi, ok. Parce que... je sens que c'est une série qui va tenter des trucs, qui va peut-être pousser un petit peu plus loin l'univers Star Wars, c'est ce qu'on attend depuis quand même très longtemps. Parce que si on fait le listing des séries Star Wars, c'est pas fou. Hein, il y en a pas beaucoup des très bien. non, voilà. Et puis Mandalorian sur la fin, c'est pas bien non plus, hein, on va pas se mentir. Donc, pour moi, il y a que Andor qui surnage. Il y a que Andor qui surnage, et donc Andor en plus, pareil, c'est une série qui a tenté des trucs. C'est une série qui tente toujours parce qu'il y a une saison 2 qui arrive bientôt. Ça c'est cool, tu vois, et j'espère que The Acolyte sera ça, quoi. C'est ce que j'espère pour The Acolyte. Ce que j'en ai vu dans les trailers, c'est sympathique. J'ai un peu peur que ce soit un Ahsoka bis par contre. Donc ça peut être ça, ouais. Donc c'est pour ça que je le mets pas plus haut, parce que vous savez que moi j'ai une appétence particulière pour la saga Star Wars, mais c'est pour ça que je le mets pas plus haut, parce que j'ai un peu peur d'être déçu. Donc j'ai pas envie de trop l'attendre pour autant. Bon, on sera vite fixé, hein. La semaine prochaine on aura déjà vu les 2 premiers épisodes, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai envie d'y croire, et j'ai envie de me dire c'est aussi une porte ouverte pour aller traiter d'autres choses que la période Mandalorian qu'on commence à vraiment avoir connue depuis un moment, et pour aller un petit peu au-delà de la guerre des clones, puisqu'en fait c'est un peu que ça qu'on nous propose en ce moment. Donc j'ai espoir que ça soit de bonne facture. Oui, pareil, j'espère aussi. En numéro 2, tu mettrais quoi? En vrai, je pense maintenant on a le même classement en fait. C'était pas du tout le même classement quand on s'en est parlé hier. C'est vrai. Mais donc du coup, numéro 2, ce sera The Boys pour moi. Ouais, pas pareil, The Boys aussi. Pour toutes les raisons que j'ai dit tout à l'heure en résumant la série, mais c'est une année d'élection, donc c'est rigolo. En fait, je pense que c'est surtout comme ça qu'ils ont réussi à m'avoir à nouveau. Parce que The Boys saison 3, j'avais bien aimé. Je l'avais trouvé malin justement sur comment il traite le mouvement MAGA, etc. Là-bas. Mais c'est vrai qu'il y avait eu des moments où je m'étais dit, ok, bon, c'est bon, j'ai compris. À chaque fois, vous mettez le curseur un petit peu plus loin dans le truc gore et dans le truc un peu sexo chelou. Et ça, c'est pas exactement pour ça que je regarde The Boys. Par contre, c'est vrai que maintenant qu'ils ont un petit peu, ils commencent un petit peu à tourner en rond sur l'aspect super-héros, en fait, ils se permettent d'être
plus intelligent sur l'aspect sociétal en fait. Et c'est ça qui m'avait vraiment bien plu dans la saison 3. Et dans Gen V aussi. Ouais, qui est aussi là dans Gen V, et c'est pour ça que j'aime bien Gen V, et qu'on en avait parlé en bien d'ailleurs tous les deux l'année dernière. Complètement. Et donc ouais, moi j'y crois à cette saison 4 de The Boys. Ouais, ça peut être très bien. Et je crois qu'en fait, je pourrais regarder n'importe quelle saison de The Boys juste pour Homelander. Ouais, bah ouais. Mais vraiment, en fait. Juste pour une scène qui va me faire ah ouais, putain, Homelander, il est ouf quand même. Et c'est un personnage qui va manquer, je pense, quand la série va s'arrêter. Parce que c'est quand même l'un des. Est-ce que tu crois que cette série peut tenir sans Homelander? Non. Je pense qu'elle s'effondre aussi. Hein. Ouais, elle s'effondre. Et il faut arrêter la série quand Homelander est plus là. Ah ouais, bah c'est clair. Mais vraiment, il faut un final où c'est fini, Homelander, c'est la fin, et c'est tout quoi. D'ailleurs, le showrunner a laissé un petit peu la porte ouverte, comme quoi la saison 5 sera une fin un peu ouverte vers une saison 6. Donc, a priori, ouais. Faut pas tirer sur la corde non plus. Ouais, mais voilà. Ouais. Carrément. Donc ça, c'est notre numéro 2. Il y a une fin où les méchants gagnent aussi. Et pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, ce serait cool. Ouais. Carrément. Et notre numéro 1. Sans grande surprise, je pense. J'aimerais bien savoir un petit peu dans le chat sur Twitch et sur YouTube et dans les commentaires, quel est votre classement de la hype sur ce mois de juin qui est quand même une mouture assez exceptionnelle, je trouve. C'est un millésime quelque part, juin 2024, un peu sympathique, mine de rien. Donc House of Dragon, évidemment, qui en fait a fait tellement ses preuves en saison 1 et montre déjà tellement de belles choses dans ses trailers dans sa saison 2 que je me dis, il n'y a aucun monde dans lequel il se rate. Je pense pas non plus. Encore une fois, moi j'ai essayé de pas me spoiler du tout, donc j'ai regardé en me cachant les yeux les trailers qui passaient, mais donc je peux pas vraiment juger, tu vois, de toute la promo marketing qu'il y a eu autour. Oui, non, mais t'as raison, il faut pas. Hein. Mais je fais complètement confiance à l'équipe créative, vu ce qu'ils nous ont sorti en saison 1, ça a l'air très bien. Et je te fais confiance à toi aussi, qui met l'eau à la bouche à chaque fois en disant que on n'est pas prêt, ça a l'air... Après, il faut que j'arrête de dire ça, parce que c'est le meilleur moyen pour que les gens soient déçus, en mode « Ah, il nous avait dit ça, et en fait... » Ouais, peut-être, mais je sais que t'es pas dans ce genre-là non plus, toi. T'es pas dans le... Tu survends rarement les choses. Oui, c'est vrai. Donc, si tu dis que c'est lourd, c'est que c'est lourd. Ouais, donc je te fais confiance. On espère fort. Alors, j'ai le classement de Franck ici, avec un numéro 1, House of Dragon, ensuite en 2, The Bear, ensuite The Boys en 3, et The Acolyte en 4. On avait bien compris que Franck était pas trop hypé par cette production Star Wars. Donc, à voir, hein. À voir ce que ça va donner. Évidemment, alors on en a parlé la semaine dernière sur le post-enregistrement en live sur Twitch, mais nous, en fait, on va faire un petit dispositif un peu spécial autour de House of Dragon. C'est-à-dire qu'en fait, nous, tous les lundis, évidemment, on va continuer à enregistrer l'épisode actuel du podcast, mais ensuite, on se retrouvera juste après cet enregistrement-là, et là où d'habitude on fait des jeux avec les viewers, etc., là on fera un débrief de l'épisode qui vient d'être diffusé de House of Dragon sur autant d'épisodes qu'on pourra de la saison 2, et ça risque d'être assez intéressant. Finalement. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est nos JO à nous. C'est nos JO de Pop News. Voilà. Faut qu'on trouve un nom, avec peut-être un petit peu moins de rats et un petit peu moins de loyers surélevés. J'avoue. Mais ça va être cool comme dispositif. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Et donc en gros, dites-vous que 20h30, c'est l'habituel podcast. Et aux alentours de 22h, quand on termine notre enregistrement, ça sera le débrief de l'épisode de House of Dragon pour une vingtaine de minutes, une demi-heure, un truc comme ça, quoi, grand max. Ouais, carrément. Donc ça peut être sympa. Donc n'oubliez pas de follow les chaînes Twitch et ou YouTube pour être tenu au courant de ce genre de live, parce que c'est dommage, ce serait dommage de les rater. Exactement. Tout simplement. Voilà pour notre débat de la semaine. Ouais. Hein, vous partagez avec nous, bien entendu, vos classements de la hype sur le mois de juin en série, et puis nous, on lira ça avec grand plaisir dans vos commentaires, tout simplement. C'est l'heure du radar des sorties, mon cher. Alors pareil, moi j'ai un petit radar des sorties cette semaine, avec une sortie streaming sur Netflix le 30 mai. C'est une série en 6 épisodes qui s'appelle Eric, avec Benedict Cumberbatch. Le pitch, c'est New York, années 80,
Un homme désespéré recherche son fils de 9 ans aux côtés d'un flic obstiné tout en affrontant ses propres démons. Voilà. C'est pas exactement ce que ça peut valoir, mais je vous le dis, c'est le seul truc que j'ai vraiment noté cette semaine sur les plateformes de streaming, et pareil, sur les sorties salles, j'ai pas vu grand-chose. Moi non plus, j'ai pas vu grand-chose. En jeu vidéo, je vous propose The Rogue Prince of Persia, qui est donc un Prince of Persia en mode roguelike façon Dead Cells, et il se trouve que c'est fait par une partie des équipes créatives de Dead Cells, justement. C'est sorti en accès anticipé aujourd'hui même, à l'heure où on enregistre en direct ce podcast, le 27 mai, et c'est à l'heure actuelle disponible uniquement sur PC. Enfin, le jeu de simulation automobile F1 2024 sort le 31 mai. Donc, j'ai pas grand chose à vous dire à part du fait que c'est le nouvel épisode de simulation de Formule 1. Bon, voilà, si vous aimez bien ça, je pense que vous êtes déjà au courant, et ça sort le 31 mai, tout simplement. Je propose de passer aux recos, mon chef, parce que il y a que toi les recos cette semaine. Moi, j'ai décidé de ne rien regarder cette semaine en dehors de The Bear. Moi j'ai bossé, j'ai 2 recos, je vais essayer d'aller assez vite, je vais commencer par Furiosa, Mad Max Saga, le nouveau film de George Miller avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, qui est un préquel de Mad Max Fury Road, qui raconte l'histoire, en fait, la vie de Furiosa jusqu'à Fury Road. Furiosa qui a été incarnée par Charlize Theron dans Fury Road et qui aujourd'hui est incarnée par Anya Taylor-Joy, super actrice qu'on a vu dans The Menu, qu'on a vu dans Split, qui est la doubleuse de Peach dans Mario Bros. Peach. Et Furiosa est génial, juste en fait, je l'avais annoncé, hein, c'était sûr, hein, ça allait être super, et c'est super. George Miller, 79 ans je crois, te sort un truc maboule. Vraiment, alors pas aussi énervé que Fury Road, qui était vraiment très ramassé dans le temps. Ça se passait sur 3 jours et donc ça n'arrêtait pas. Là, Furiosa en fait raconte la vie, donc l'enfance, l'adolescence et le début jeune adulte en fait de Furiosa. Donc forcément, c'est plus compliqué de faire un truc extrêmement rythmé. Mais alors au niveau de la narration, c'est super. Ouais. C'est toujours en fait, t'avances avec l'action, c'est-à-dire que c'est toujours très malin. T'avances dans le temps comme ça. Les scènes d'action sont genre incroyablement propres, incroyablement bien filmées, pensées, réalisées. Il y a parfois des séquences entières, notamment une séquence au milieu du film où, attention spoiler, il y a des voitures. Il y a des voitures dans le désert. Et en fait, non, il y a une course-poursuite dans le désert avec un grand, il appelle le rig, je sais plus comment c'est, un war rig. C'est les grands camions en fait, où, comme dans Fury Road, Furiosa conduit un camion. Une séquence entière où c'est une attaque du camion, où il n'y a pas de musique en fait. Et tu t'en rends à un moment même pas compte et tu fais putain, l'action est tellement folle, tellement bien faite, tellement bien pensée qu'en fait t'as même pas besoin de musique pour accompagner ça quoi. Et ça passe. Et c'est super. Des idées de mise en scène folles, des idées de décors utilisées incroyables, de son aussi, notamment une moto qui fait un bruit au loin, etc. Enfin voilà, c'est génial, c'est juste incroyable. C'est un respect incroyable en fait pour George Miller qui produit un truc fou, qui raconte quelque chose aussi, au-delà de l'action qui est juste maboule. Il raconte aussi une super histoire de mythe, de légende, de comment tu deviens un mythe, comment tu deviens quelqu'un de connu dans un monde post-apo. Le personnage de Chris Hemsworth qui s'appelle Dementus, qui est une sorte de baigneur, enfin il y a pas baigneur mais en fait il a un char avec 3 motos devant lui. Ça veut rien dire, mais il conduit voilà un char de moto. Lui-même est une sorte en fait de gros débile, d'influenceur en fait, qui lui-même crée sa propre légende et donc essaye de convaincre des gens qu'il est génial. Et en même temps, il est pas génial, il est nul. Et Furiosa, qui elle ne parle jamais, crée sa propre légende. Donc en fait, il y a l'opposition des deux. C'est super. Que dire, mais il y a tellement de choses à dire, c'est compliqué de. Il y a une sorte de Mad Max à l'intérieur, parce que Mad Max n'est pas dans le film, mais il a quand même amené un personnage super intéressant qui est une sorte de Mad Max quand même. Dans le film, donc c'est cool, même s'il n'y a pas le vrai Mad Max, tu retrouves un simili Mad Max dedans. Je trouve qu'Anya Taylor-Joy est super, mais elle se fait quand même bouffer par Chris Hemsworth.
le final est génial, c'est très compliqué de faire un film comme ça, de finir un film comme ça, mais il arrive à le finir d'une façon parfaite. Et il y a vraiment un mix, pour ceux qui l'ont vu, de 3000 ans à t'attendre, qui était son film précédent avant Furiosa, qui est incroyable, mais qui a été un super flop au cinéma, mais qui est magnifique, et de Fury Road. En fait, c'est vraiment un mix des deux, quoi. Un truc un peu 1001 nuits version Mad Max, quoi. J'ai vraiment retrouvé ça, quoi. Il y a vraiment un côté légende, encore plus que Fury Road. Tu sens pas le truc de on raconte une légende, on raconte une sorte. Ça, tu sens vraiment ce côté, regardez, je vous raconte un truc un peu à la 1001 nuits, ça s'est passé, ça se passe comme ça, voilà, mais on sait pas vraiment, quoi. Et j'adore, c'est vraiment super. Question intéressante de David dans le chat qui dit: j'ai peur d'être déçu, j'étais pas fan de Mad Max Fury Road. Est-ce que tu lui conseilles quand même d'aller voir Furiosa? Alors déjà, revois Fury Road, refais-toi un avis sur Fury Road, parce que c'est quand même un monument indépassable depuis 10 ans. Pour moi, vraiment, c'est presque 10 ans assez exceptionnel quand même. 2015, assez exceptionnel Fury Road. Vraiment, je l'ai revu juste après Furiosa et j'ai halluciné de la qualité des cascades et enfin, c'est fou, les cascades sont genre dingues dans Fury Road, dans Furiosa aussi. Je les trouve paradoxalement moins impressionnantes quand même dans Furiosa. D'ailleurs, il y a des effets parfois 3D, CGI qui sont pas du meilleur effet, mais c'est ok. Mais donc si t'as pas aimé Fury Road, est-ce que tu vas aimer? C'est différent, c'est un film un peu différent quand même. C'est moins rentre dedans, donc tu peux peut-être plus apprécier. C'est un film un peu plus posé que Fury Road. Ouais, c'est même un film bien plus posé que Fury Road. C'est pas dans l'action de aller-retour. Là, c'est vraiment de construction, on discute quand même. Non, je pense que tu peux apprécier beaucoup plus que Fury Road. Stylé. En tout cas, moi, dès que je trouve le temps cette semaine là d'aller le voir, j'y vais. Mais oui, il faut y aller, et surtout que le film fait un four total, ça fait trop chier, un Furiosa au cinéma. Mais ouais, non, mais c'est très... Enfin, quand tu vois qu'il y a des films d'action nuls qui cartonnent, genre... bon, moi je les mets aussi, c'est rigolo, mais genre En eau trouble, ou des trucs comme ça avec Statham, qui font, tu vois, des millions, et que Furiosa commence à faire, dès le début des son premier week-end, se casse la gueule, ça me rend fou, quoi. Ça me rend juste fou. Mais bon, ça te rend Furiosa. Ça me rend Furiosa. Mais donc voilà pour Marocco. Écoute, excellent reco, ça donne évidemment très envie d'aller en salle de cinéma pour aller voir ça. Comme dirait Franck, c'est un banger de masterclass. Un banger. Un banger. Est-ce que le film suivant dont tu nous parles déjà depuis 3 semaines, 4 semaines, un petit truc en plus, est aussi une super reco, Adrien? Eh ben, alors, super tranquille, mais c'est une bonne reco. Alors, c'est un petit truc en plus, le film donc d'Artus, premier film d'Artus, qui est une comédie dont j'imagine maintenant tout le monde en a entendu parler. Oui, je pense. Le succès incroyable qu'il y a en ce moment du film, j'en ai parlé en point box-office. Donc, c'est l'histoire d'un braqueur et de son père qui se retrouvent juste après avoir braqué une bijouterie dans le car de personnes handicapées qui se dirigent vers un gîte pour passer une semaine de vacances. Eux, ils vont se cacher dans ce car parce qu'en fait, ils sont poursuivis par la police et ils sont obligés de se planquer pendant une semaine. Sinon, ils vont se faire choper par les flics. Pitch, très basique, on va pas se mentir. Mais là où Artus est très fort, c'est qu'il a vraiment choisi d'excellents acteurs pour son film. Alors, au-delà des acteurs handicapés, pour ceux, voilà, il y a Clovis Cornillac et Alice Belaïdi qui sont excellents. Et les acteurs handicapés, c'est eux qui volent vraiment le film parce qu'ils sont incroyablement drôles, incroyablement touchants. Tout de suite, en fait, chacun apporte sa touche. Il y a quelque chose d'extrêmement drôle chez chacun. Il y en a un, moi, qui me faisait marrer depuis déjà plusieurs années, qui est au Papotin. Pour ceux qui connaissent La rencontre du Papotin, qui est extrêmement drôle, qui lui est un fan dans le film de Nicolas Sarkozy. C'est genre hilarant parce que chaque fois il parle de lui. D'autres, il se fait un pote très vite, trisomique, qui le grille en disant mais toi t'es pas du tout comme nous, t'es pas du tout handicapé. Forcément, voilà, ça va créer des situations très drôles. Donc voilà. C'est très... ça pourrait être vraiment guimauve, ça pourrait être mièvre, ça pourrait tomber à plat tout le temps. Et en fait, non, les vannes sont très bien écrites. Lui, Artus, quand il fait l'handicapé, au début, tu te dis, waouh, c'est chaud quand même, enfin, il fait l'handicapé. Et en fait, non, parce que ça marche, parce qu'en fait, il s'en moque pas. Il se moque pas des handicapés, en fait. Il fait vraiment. Il les met en avant tout le temps, en fait. Et c'est lui qui passe pour un débile. C'est Cornillac qui passe pour un débile. Donc, les deux méchants, entre guillemets, tu vois, du film. Et donc, eux sont vraiment les héros du film, quoi. Et c'est super bien rythmé.
c'est un peu facile, parfois, on va pas se mentir, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais c'est un film qui fait du bien. Non, mais ouais, mais c'est con, mais des fois, voilà, je l'avais déjà dit, pour un box-office, c'est le genre de petit film, moi, qui peut me faire du bien. Et en le voyant, j'ai vachement ri. Je pensais pas rire autant, mais des fois, genre, ça sortait naturellement. Je suis là, putain, c'est vraiment drôle, quoi. Donc ça marche. Et à la toute fin, j'ai fait non, petite larme. Petite larme, elle est pas sortie, mais j'étais en mode, c'est touchant quand même. C'est mignon, quoi. Donc, c'est bon, ça. Donc allez-y, franchement allez-y, je comprends le succès du film, je comprends la salle, je le dis à chaque fois au box-office, mais là je l'ai vécu, la salle était blindée. Oui, ça ne surprend pas. Dimanche soir, 20h, blindé. Et j'ai fait, quand même, c'est la plus grande salle du truc, ouais. Donc, oui, bah là c'est vrai, le vrai succès de bouche à oreille, comme on en avait plus connu depuis un petit moment. Exactement, et donc voilà pour le film que je recommande. Essayez de, bon, il a son succès, donc c'est bon, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller voir au cinéma, mais si vous voulez passer un bon moment, n'hésitez pas, vous n'allez pas regretter, je pense. J'imagine que le voir en salle aussi, il y a un truc aussi, des gens qui rient. Il y a un truc, et c'est marrant parce que tu sais, je vais pas le dire parce que c'est extrêmement vulgaire, mais il y a un personnage qui dit que des vulgarités dans le film, un handicapé, donc à chaque fois c'est très drôle, qui arrive en disant putain, non, enfin voilà, des trucs comme ça, et ça marche toujours. Et à la toute fin du film, il y a un mec qui a hurlé des vulgarités, tu vois, en sortant, et ça fait rire tout le monde, tu vois. En mode, c'est rigolo, le mec déjà, en fait, Artus a déjà réussi à créer des personnages de ciné qui fonctionnent tout de suite, tu vois. T'as même pas besoin de sortir du ciné pour en parler, t'as déjà un type qui le fait, quoi. Donc non, ça marche très bien. Ouais. Génial, bah, ça donne envie tout ça, ça donne envie d'aller au cinéma. Quelque part, c'est un peu le concept des recos. Et exactement, je vois dans le chat, Alice Belaïdi, actrice un peu sous-cotée, je trouve, tout à fait. Franchement, qui est une super actrice et bon, qui a quand même joué dans pas mal de trucs, hein, mais c'est vrai qu'il faut lui donner des rôles plus importants, je pense, parce que elle a un rôle qui est le rôle un peu clicheton dans l'idée de l'accompagnatrice, tu vois, d'handicapés, etc., quoi. C'est un rôle un peu casse-gueule, un rôle un peu, voilà, quoi. Et en fait, elle le fait nickel, c'est super, mais parce qu'elle joue juste, en fait, quoi. Elle joue très bien. Donc impeccable. Superbe. Mais écoutez, c'est la fin de cet épisode avec 2 belles recos, du coup. Pour une fois, hein, d'habitude, on vous met des recos qui ne sont pas vraiment des recos, mais c'est juste histoire de vous dire ce qu'on a vu dernièrement. C'est la fin de cet épisode 49 du coup de Pop News. J'espère qu'il vous aura plu. Nous, ça nous a fait toujours évidemment un grand plaisir de vous l'enregistrer. Bien sûr. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 50. Vous vous rendez compte ? Déjà, putain la vache. Ça veut dire que la semaine prochaine, vous aurez quasiment 1 an de Pop News. Ouais, 1 an déjà. Oh, la vache. Compte ? Ouais. C'est fou. Ouais, c'est ouf. Et plus de 50 heures d'écoute de Pop News. Ah bah largement, parce que oui, si tu rajoutes en plus les pop tiers, oui. on y est. Ceux qui nous ont jamais écoutés et qui arrivent cet été, ils vont passer un bel été avec nous, je pense. Ils peuvent se faire tous les jours du Pop News, ça peut être nickel. Exactement. Mais écoutez, on vous laisse avec les conseils usuels, évidemment, d'aller balancer vos étoiles sur les plateformes de podcast, vos likes et vos commentaires sur les plateformes de réseaux sociaux, bien entendu. De nous rejoindre sur Discord pour faire partie de la communauté rapprochée et de nous aider à remplir notre page de jeux communautaires, puisque on s'amuse ensuite, après l'enregistrement sur Twitch, à discuter et à jouer avec les viewers chaque semaine. N'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus. Et puis si vous pensez que cette émission peut légitimer un petit euro ou plus par mois, n'hésitez pas à nous donner quelques deniers sur notre page Ko-fi. On vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, regardez des bons films, jouez à des bons jeux vidéo, regardez des bonnes séries, et puis à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut à tous.